Alain, le médecin de l'hôpital régional, s'approcha de la fenêtre et regarda dans la cour. Ensuite, il appela le directeur de l'hôpital assis à la table. « Monsieur Moreau, venez ici et regardez. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le médecin plus âgé en regardant dans la cour et en secouant la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce spectacle ?» Sur la place devant l'entrée principale du bâtiment principal, un garçon brun foncé d'environ 7 ans dansait. Il ramassait parfois un tambourin vert et dansait au rythme, puis il prenait une guitare et commençait à chanter. Autour de lui, une foule s'était déjà rassemblée et applaudissait vigoureusement le danseur infatigable. « Allez, Alain, allons voir quel cirque est arrivé ici et où est la sécurité de l'hôpital ?» dit monsieur Moreau d'un ton mécontent en se dirigeant vers la porte. Ils sont descendus dans la cour et ont immédiatement entendu la voix aiguë du garçon. Alors en avant vers l'étoile Tzigane nomade au coucher du soleil, où tremble. Stop, stop. Monsieur Moreau écarta la foule, s'approcha du garçon et lui prit la main. Qui es-tu ? demanda-t-il sévèrement. Et pourquoi perturbes-tu la tranquillité de l'hôpital ? Ne comprends-tu pas que des personnes malades sont allongées ici et qu'elles ne peuvent pas être perturbées ? Et toi, tu cries à plein poumon. Je ne crie pas, je chante. Répondit le garçon et expliqua. Mon nom est David. Ma mère est hospitalisée dans cet hôpital. Je veux avoir beaucoup d'argent et payer pour son traitement. Personne ne veut me donner un travail, mais je peux chanter. Regarde. David a montré quelques billets froissés et de la petite monnaie. J'ai déjà presque 300 roubles. Bientôt, j'en aurai plus et j'irai chez les médecins. Donc, jeune homme, commença le vieux médecin. Premièrement, la médecine est gratuite dans notre pays et personne ne prendra ton argent. Deuxièmement, ne me mens pas en disant que tu collectes de l'argent pour ta mère. Je vous connais, les gitans. Et troisièmement, prends tes instruments de musique et rentre chez toi. Je ne veux plus te voir ici. Compris ? Sinon je vais appeler la police. Mais je ne mens pas, ma mère est là. Elle ne se sent pas bien et a besoin de mon aide. Pourquoi me chassez-vous ? Le garçon avait du mal à retenir ses larmes, mais le docteur était impitoyable. D'accord, tu as 5 minutes, mais ne me laisse pas te voir ici. Monsieur Moreau s'est retourné et est entré dans la clinique, Alain l'a suivi. N'es-tu pas un peu dur avec le garçon ? demanda-t-il au médecin en chef, après un moment de silence. Peut-être que sa mère est vraiment ici ? Pourquoi ne pas vérifier ? Je n'ai rien de mieux à faire ? répondit monsieur Moreau en agitant la main. Tu as oublié qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens ? Tu n'es plus un enfant. Tu as quel âge ? 30 ans ? 35 ans. Il est grand temps que tu apprennes à filtrer les gens. Bon, je rentre chez moi. Dans quelques jours, une assemblée de médecins vient ici pour discuter du cas de monsieur Servet. Nous devons le guérir, après tout, la moitié de la ville vit grâce à ses dons. Et il nous donnera beaucoup d'argent. Ne devrions-nous pas le transférer dans une clinique de la capitale ? Non, tu n'es pas en forme aujourd'hui, Alain. Je ne renoncerai jamais à un patient aussi important que lui. Tu comprends qu'il nous sera reconnaissant toute sa vie pour lui avoir rendu la santé. Et tu sais très bien quelle perspective cela offre. Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas très éthique. Éthique ou pas, tu n'en sais rien, s'énerva monsieur Moreau. Je dirige cet hôpital depuis plus de 15 ans et grâce à mes efforts, tout le personnel y travaille. As-tu oublié dans quel pays nous vivons ? Chacun est obligé de se débrouiller comme il peut. Et si vous restez assis à attendre un miracle, rien ne se passera. C'est comme ça, mon cher. Et tu dis que ce n'est pas éthique. Monsieur Moreau a tapoté amicalement l'épaule d'Alain et a disparu dans son bureau. Alain est retourné à la fenêtre et a vu que la cour devant l'entrée principale était déjà vide. L'homme a réfléchi un moment, puis est descendu dans le salon d'accueil. Dans quel service est la gitane ?
Les infirmières se regardèrent avec surprise. Cette patiente n'a pas été admise ici, dit l'une d'entre elles. Comment ça? S'étonna Alain. Il a dit qu'elle était ici. Vérifiez les dossiers, s'il vous plaît. L'une des infirmières commença à feuilleter le journal des admissions, mais ne trouva rien. Qui vous a dit qu'il y avait une gitane chez nous? Demanda la deuxième infirmière. Peu importe, répondit Alain en haussant les épaules, avant de sortir. Il était peut-être trop naïf, se disait-il. Même un enfant aurait pu le berner. La nuit de garde d'Alain s'était déroulée calmement, mais le matin, alors qu'il s'apprêtait à être remplacé, Marie, une collègue de son service, s'approcha de lui. « Alain, mon chéri, j'ai une demande à te faire, pourrais-tu me remplacer pour la garde aujourd'hui? Ma belle-mère arrive et c'est une vraie peste. Elle ne donne la paix à personne, ni à son mari, ni à ses enfants. On va devoir se serrer les coudes. Bref, il faut lui faire bon accueil, l'emmener faire du shopping. Alain, s'il te plaît. D'accord, profite de ce que je suis célibataire et sans enfant. Sourit Alain. Mais tu me devras une faveur. Bien sûr, facile. Quoi? Tu te souviens, un jour tu avais apporté une tarte à la viande au travail? Si tu as le temps, on refait une. J'adore la pâtisserie maison. Marie rit et embrassa Alain sur la joue. Alain, tu es juste adorable. Tu auras ta tarte à la viande. Et je ferai une tarte au poisson aussi. C'est tellement bon. Je dois y aller. Marie disparut derrière la porte, tandis qu'Alain soupirait et regardait l'heure. La tournée des patients approche et il doit se dépêcher. Il se remit en ordre, enfila une blouse propre et se dirigea vers la réanimation, où une jeune femme plâtrière avait été admise il y a quelques jours après une chute depuis des échafaudages mal fixés. Elle avait été gravement blessée et avait mis du temps à se remettre de l'opération. Enfin, hier soir, elle avait repris connaissance. Alain, qui l'avait examinée avec satisfaction, avait remarqué qu'elle commençait à revenir à la vie. Aujourd'hui, elle l'avait accueillie en étant pleinement consciente et avait même pu répondre à certaines de ses questions. Eh bien, Sophie, il y a du progrès. Bien sûr, nous ne pourrons bientôt plus vous libérer d'ici, mais d'ici la fin de la semaine, nous vous transférerons probablement dans une chambre normale et vos proches pourront vous rendre visite. Je n'ai personne, dit Sophie d'une voix faible. Juste mon fils. Des larmes apparurent dans les yeux de la femme. Il est seul à la maison et je ne sais pas ce qui lui arrive. Je suis tellement inquiète, s'il lui arrive quelque chose. Quel âge a-t-il? 7 ans. Docteur, s'il vous plaît, envoyez quelqu'un là-bas, demanda de nouveau Sophie et donna son adresse à la maison. Alain promit de le faire et la femme se calma un peu. De retour dans l'unité, Alain appela son ami qui vivait près de Sophie, et il accepta de rendre visite aux garçons dans l'heure qui suivait. Cependant, il rappela bientôt à Alain pour lui dire qu'il n'y avait personne chez Sophie. Les voisins ne savaient rien non plus de l'enfant. Alain ne savait pas quoi dire à Sophie. Il avait promis de venir et de tout lui dire dès qu'il y aurait des nouvelles. Perdu dans ses pensées, Alain sortit dans la rue pour prendre l'air. La première personne qu'il vit était David le gitan. Il était assis sur les marches, les joues appuyées sur ses mains. « Oh, tu es de retour ici ?» lui dit Alain. « Et pourquoi es-tu venu ?»« Je voulais voir ma mère, mais il ne me laisse pas entrer, je n'ai pas de chaussures spéciales. » Alain sourit. « Des chaussons ?»« Ouais, des chaussons, » répondit David en se frottant le nez. « Écoute, » dit Alain, « j'ai cherché ta mère mais je ne l'ai pas trouvée. Elle n'est pas ici. » Comment ça, elle n'est pas là? Ils l'ont amenée en ambulance ici, je le sais, j'ai couru tout le chemin pour la suivre. Oh mon Dieu! S'exclama Alain. Alors dis-moi comment elle s'appelle, et peut-être que je pourrais t'aider? Mama Sophie, Sophie.
Une idée traversa soudainement l'esprit d'Alain et il bondit même sur place. Sophie Launay? C'est ta mère? Je ne connais pas son nom de famille, je n'ai pas demandé, secoua la tête David. Mais elle s'appelle Sophie, maman Sophie. Viens avec moi, dit Alain en prenant la main du garçon et en l'emmenant vers Sophie. En voyant le garçon, elle sourit. Mon David, mon garçon. J'étais tellement inquiète pour toi. Comment vas-tu, mon cher? Tu as peur tout seul, affamé? Tu m'as perdu, n'est-ce pas? Non, maman, je savais que quelque chose t'était arrivé. Je suis venu te voir au travail, j'ai apporté 2 pâtisseries, que la madame Lenoir m'a offertes. Et là-bas, on m'a dit que tu étais tombé. J'ai vu l'ambulance et je t'ai suivi, mais on ne m'a pas laissé entrer ici. Vous savez ce qu'il a fait? Demanda Alain en s'adressant à Sophie. Il a chanté des chansons dans la cour de l'hôpital. Il a ainsi collecté de l'argent pour votre traitement. Mon David, mon garçon! S'exclama la femme, les larmes aux yeux. Comment est-ce possible? Vous avez besoin de vous soigner et de bien manger, dit David avec maturité. Eh bien là, votre fils a raison, acquiesça Alain. Et voilà, ne vous inquiétez pas pour lui. Ma sœur habite à proximité, elle a un fils du même âge que David. Je vais lui demander de le garder pendant que je travaille. Ensuite, je le ramènerai chez moi. Mais c'est gênant, votre femme sera contre. Protesta Sophie. Non, elle ne sera pas contre pour une raison très simple, je n'en ai pas. Alors, c'est d'accord. Il est impensable de laisser ce petit garçon tout seul. Même s'il est si indépendant. Et maintenant, allons-y, David. Ta mère a besoin de se reposer et moi, de travailler. Je vais appeler Aurélie maintenant, et elle enverra quelqu'un pour te chercher. Le soir, Alain est venu voir Sophie pour lui dire que tout allait bien avec David. Il est nourri, réchauffé et sous surveillance. Et pourtant, je ne comprends pas, dit-il en regardant les yeux gris de la femme. Vous avez les cheveux roux, la peau claire, et David est brun et foncé de peau. Comment peut-il être votre fils? Vous avez raison, je ne suis pas sa mère, soupira la femme. Vous savez, ma vie personnelle n'a pas été facile. Ma mère et moi avons toujours vécu dans la pauvreté, nous nous en sortions avec le strict minimum. Ma mère, comme moi, était peintre plâtrière et vous savez ce que ça rapporte en termes de salaire. Je n'avais ni robe ni cosmétiques pour attirer les garçons. Et je n'avais pas non plus suffisamment de temps libre. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours aidé ma mère et appris son métier. J'avais 15 ans quand elle est morte. À partir de ce moment, j'ai dû me débrouiller seul. J'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler à la place de ma mère. 5 ans plus tard, j'ai envisagé de me marier, mais j'ai changé d'avis à temps. Je ne voulais pas m'engager avec un irresponsable et un alcoolique. Mieux vaut être seul que marié à un tel homme. Et puis, il y a 2 ans, David est apparu dans ma vie et tout a changé. Ma vie a pris un sens, même si cela peut sembler exagéré. Et comment est-il arrivé dans votre vie? Demanda l'homme. David a grandi parmi les gitans. Autant que je sache, sa mère, Esha, a fait quelque chose qui ne plaisait pas aux autres gitans. Et quand elle est tombée malade, personne n'a levé le petit doigt pour l'aider à guérir. Elle est morte alors que David n'avait que 2 ans. Il a grandi parmi les gitans, comme de l'herbe au bord de la route. David racontait qu'ils le battaient tous, y compris les enfants. Le pauvre petit s'est habitué à la faim et au froid. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris à quel point il était dans un état lamentable. Un jour, notre équipe s'est mise à réparer le bâtiment de la gare. À la fin de la journée, je suis sorti dans la rue et j'ai vu des voyous battre un garçon. J'ai crié et j'ai couru pour l'aider. Il s'agissait des enfants gitans qui battaient David parce qu'il ne voulait pas voler ou mendier. Je l'ai pris avec moi, il était maigre, tremblant et couvert de poussière et de sang qui coulait de son nez cassé. Pendant que je le calmais,
les autres sont partis chercher de l'aide et 3 gitanes sont venues vers moi. Elles voulaient me prendre David, mais j'ai résisté, dit Sophie en souriant faiblement. Et qu'avez-vous fait alors ? Demanda Alain, étonné de son récit. Vous ne devinerez jamais. Je me suis jeté sur eux avec mes poings. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à crier sur moi à tue-tête. Ils ont secoué David, ils ont commencé à me pousser. Et voilà, je me suis mis en colère. Sophie a fait une pause et a continué. Une des gitans m'a attrapé les cheveux et m'a dit qu'elle me jetterait un sort maléfique. Alors je lui ai arraché une mèche de cheveux et j'ai déclaré qu'elle pouvait essayer et voir ce que je suis capable de faire en tant que sorcière. Alain a ri, la blonde Sophie avec de grands yeux gris ressemblait le moins à une sorcière. Plutôt une fée, certes, très triste. C'est ainsi que j'ai récupéré David. Depuis, nous vivons ensemble. C'est un très bon garçon, gentil. Et quel assistant! Nous faisons tout ensemble. Sophie a hésité et s'est reprise. Nous faisions tout ensemble. On m'a dit que ma colonne vertébrale était endommagée et que je ne pourrais plus me lever. Vous savez, je n'ai pas peur de la mort, je ne m'inquiète que pour David. Tout ira bien, Sophie. Alain a rougi, sachant que ses paroles n'étaient pas du tout convaincantes, mais il a quand même répété. Tout ira bien. Le lendemain matin, il est venu chez sa sœur pour voir comment elle s'occupait de David. Aurélie a dit qu'il ne lui causait pas du tout de problème. Et il s'est même lié d'amitié avec son fils. Assieds-toi, prends ton petit déjeuner. Elle a poussé son frère vers la cuisine. Et en même temps, raconte-moi d'où vient David. Alain a raconté, puis a demandé à Aurélie de lui préparer du café. J'ai fait 2 gardes et je dois maintenant retourner au travail. Tu es fou? Tu penses à ta santé? Sa sœur s'est emportée. Aujourd'hui, une réunion de médecins est prévue, je dois absolument être présent. C'est à propos de Sophie? Tu as dit qu'elle avait de graves blessures. Malheureusement, elle n'a pas suffisamment d'argent pour s'entourer des meilleurs médecins. Tout cela est pour Monsieur Servet, tu connais. J'ai entendu parler de lui, mais attends, il faut aider Sophie d'une manière ou d'une autre. Peut-être organiser une collecte de fonds? Cela prendrait du temps. Elle a besoin d'une opération neurochirurgicale d'urgence, sinon il sera trop tard. D'ailleurs, Monsieur Paradis, le meilleur neurochirurgien, vient nous rendre visite aujourd'hui. Peut-être pourrais-tu lui parler? Aurélie, as-tu oublié dans quel pays tu vis? S'exclama Alain en apercevant sur le seuil David. Bon, alors, mon cher, comment ça va? Ça va bien, répondit le garçon en hochant la tête avant de partir dans une autre pièce. Il est inquiet, murmura Alain en soupirant. Bon, je vais essayer de parler à Monsieur Paradis, même si c'est comme croire au miracle. Une demi-heure plus tard, Alain revint à l'hôpital, et 1 heure plus tard, il sortit avec Monsieur Moreau pour accueillir les médecins arrivés. Le téléphone d'Alain était en mode silencieux et il n'avait pas entendu les appels manqués de sa sœur. Lorsqu'il vit une dizaine d'appels manqués et qu'il rappela Aurélie, celle-ci lui annonça avec une voix paniquée que David avait fui. Avant de commencer le travail, Monsieur Moreau a décidé de faire visiter l'hôpital aux illustres invités. Tout à coup, un petit garçon aux yeux noirs, ressemblant à un chiot ébouriffé, est apparu de nulle part et, en se bousculant entre les médecins, a commencé à les regarder dans les yeux, essayant d'identifier celui qu'il cherchait. « Vous êtes Monsieur Paradis ?» demanda-t-il en tirant le bras d'un grand homme maigre. « Non, je suis Fayolle. »« Et toi, qui es-tu ?»« Je suis David le Gitan. J'ai besoin de Monsieur Paradis. »« Qui est Monsieur Paradis parmi vous ?» Monsieur Moreau rougit de colère, et Alain resta bouche bée. Il s'attendait à tout, sauf à cela. « Eh bien, je suis Monsieur Paradis, » dit l'homme rondouillard. « Et pourquoi as-tu besoin de moi, jeune homme ? » Sauver ma mère.
Vous êtes le meilleur médecin que je connaisse. Ma mère a besoin d'une autre opération, pas chirurgicale. Et vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Je ne comprends rien, dit Monsieur Paradis en haussant les épaules. Et David regarda tout le monde impuissant, ne sachant pas comment expliquer à ces gens ce qu'il n'avait pas compris lui, même en écoutant Alain. Il a juste compris qu'aujourd'hui, l'hôpital aura le meilleur médecin capable de sauver sa mère, Sophie. Alain a compris l'embarras du garçon et s'est avancé. Sa mère adoptive a été blessée lors d'une chute depuis un échafaudage, elle a besoin d'une intervention neurochirurgicale urgente. Vous seul pouvez le faire, Monsieur Paradis. Monsieur Moreau ne pouvait pas tenir. Alain, comment osez-vous? Rien, dit Monsieur Paradis en faisant un geste de la main, regardons les deux patients. Comment peut-on refuser à un si merveilleux fils? Mais comment, Monsieur Paradis? Demanda l'un des médecins debout à côté. Ces opérations sont strictement planifiées. Rien. Si je peux vraiment aider sa mère, nous effectuerons l'opération comme une étude clinique. David s'est soudainement approché de Monsieur Paradis et l'a entouré de ses bras autant qu'il a pu, essayant de l'étreindre. Merci beaucoup, dit-il en sanglotant, se souvenant des paroles d'Alain, puis ajouta. C'est vraiment un miracle. Le miracle, c'est quand un fils aime sa mère comme toi, mon ami. Et maintenant, permettez-nous de continuer. Nous avons très peu de temps et grâce à toi, il y a plus de travail. Monsieur Paradis a tapoté la tête ébouriffée du garçon et est parti, les autres médecins se sont précipités derrière lui. Seul Alain est resté et a retenu David par l'épaule. Va dans mon bureau, assieds-toi là-bas et ne te montre pas, compris? Compris, acquiesça le garçon et courut d'un bond vers le bureau qu'Alain lui avait montré la veille. Quelques jours plus tard, Sophie fut transférée dans une clinique de la capitale où Monsieur Paradis, un véritable neurochirurgien béni des dieux, réalisa une opération réussie, assurant fermement à la femme qu'elle marcherait bientôt. Pendant tout ce temps, David a vécu chez Alain, et quand celui-ci était de service, chez Aurélie, sa sœur. Pourquoi gardez-vous un œil sur cette petite gitane? Demanda un jour Monsieur Moreau à Alain, en versant du thé fraîchement infusé dans les tasses parfumées. Personnellement, je ne laisserai entrer personne de leur genre chez moi. Pourquoi dites-vous cela? Demanda Alain. Monsieur Moreau porta la tasse de thé à ses lèvres. J'avais un fils, Frédéric, ma fierté et mon espoir. Il a continué notre dynastie et a obtenu un diplôme de médecin. Il a travaillé sous ma direction pendant 2 ans. Tu es venu plus tard, tu ne l'as pas connu. Mais peut-être que tu as entendu parler de lui. Frédéric est mort au Congo, où il est allé avec un groupe de médecins atteints du virus Ebola. Il a été infecté par le virus au cours des premières semaines de son séjour là-bas. Monsieur Moreau, c'est une grande tragédie, dit Alain en regardant la tête baissée du chef de service. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec David? Ce n'est pas sa faute, c'est autre chose. Frédéric est tombé amoureux d'une gitane, je ne pouvais pas permettre la poursuite de leur relation et j'ai insisté pour que Frédéric quitte le pays pendant plusieurs mois. J'ai arrangé pour qu'il soit inclus dans le groupe. Nous avons beaucoup disputé, il a dit qu'il l'aimait et qu'il se marierait avec elle dès son retour. Mais il n'est pas revenu, c'est elle qui est responsable de tout, la gitane Echa. Maintenant, elle vit en paix, et mon fils n'est plus. Echa est morte, dit Alain, se souvenant du récit de Sophie, et transmit à Monsieur Moreau tout ce qu'il savait. C'est pourquoi les gitans se sont moqués d'elle, parce qu'elle était tombée amoureuse d'un étranger. Et elle était enceinte. Mais alors, David. Monsieur Moreau se leva brusquement, renversant la table et la tasse de thé non bu tomba de ses mains. Donc, il est mon petit-fils? Impossible. Alain, ça ne peut pas être vrai. Que je fais? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Le vieil homme a pleuré longtemps sur l'épaule d'Alain, exprimant sa douleur et sa joie à l'idée que son fils pourrait avoir une descendance. David, cher petit David,
Un garçon gentil et attentionné. Le test ADN a confirmé les suppositions d'Alain et de M. Moreau. David était le fils de Frédéric et le petit-fils de M. Moreau. Madame Moreau, la femme de M. Moreau, a crié et est tombée dans les pommes lorsqu'elle a appris la nouvelle. Mais la joie ne tue pas et bientôt elle tenait dans ses bras ce précieux enfant offert par le destin. David s'est rapidement attaché à son grand-père et à sa grand-mère, et ils ont insisté pour qu'il vive avec eux depuis lors. Alain et Sophie, devenus mari et femme, ont continué à aimer David et le visiter souvent. Et lorsque Sophie a donné naissance à un fils, ils ont décidé de l'appeler Frédéric en l'honneur du père de David. Monsieur et Madame Moreau leur ont été très reconnaissants, car ils ont obtenu la grande famille dont ils avaient toujours rêvé. Et David a rempli leur maison de bonheur, d'attention et d'amour sincère.